j'imagine. Bon, je regarde juste si le micro a marché pour quand même faire un petit essai. Pierre Bellemare, bonjour. Bonjour. Pierre, d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Vous savez que vous êtes, pour beaucoup de gens de la génération, même jeune, quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un de référence, puisque vous avez une carrière qui est excessivement longue et riche. Et à ce titre, eh bien, j'aimerais faire une petite introspection dans cette carrière-là, pour en savoir davantage sur tout ce que vous avez pu faire au cours de ces différentes années. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on commence dans l'ordre chronologique et qu'on examine avant le professionnel, un petit peu l'enfance, tout simplement. On m'a dit d'abord que votre père vendait des livres d'art. Est-ce que c'est vrai? Mais ce n'était pas des livres d'art. Mon père vendait des livres anciens, notamment des incunables, c'est-à-dire ces livres qui ont été faits entièrement à la main avant l'invention de l'imprimerie, qui sont donc très très rares et très fragiles, et qui se trouvent généralement chez des libraires dans les grandes villes, et notamment à Paris. Donc les collectionneurs qui étaient un petit peu perdus en province avaient peu d'accès à ces livres rares. Et mon père avait trouvé cet emploi tout simplement à cause de la guerre et à cause de la ruine de sa famille. Même sa famille, qui avait beaucoup de moyens avant la guerre de 14, avait été ruinée par l'emprunt russe, parce qu'elle avait placé quasiment tout son argent dans l'emprunt russe. Donc finalement, après la guerre de 14, elle n'avait plus un sou. Et donc quand il est rentré de la guerre et qu'il s'est marié avec ma maman, tout de suite après la guerre, il s'est marié le 21 janvier 1919, donc vous voyez, c'était pas loin, après le 11 novembre 1918, il était prisonnier, il a fallu qu'il rentre, enfin bref. Quand il s'est marié, il a commencé par aller vendre de la colle dans les pays ravagés par la guerre, c'est-à-dire le nord de la France et l'Est, c'est quand même vraisemblable, il était représentant, il vendait de la colle, ça lui convenait pas très bien, et comme il avait une assez grande culture, donc il s'est dirigé vers le commerce des livres, et des livres rares et des livres anciens. Et donc il allait apporter à des collectionneurs de province, des grands collectionneurs, des raretés qu'il trouvait lui-même à Paris, et que ses amis libraires à Paris, qui avaient une très grande confiance en lui, en son sérieux, lui confiaient. On lui confiait donc des centaines de milliers d'euros par rapport au prix d'aujourd'hui, si vous voulez, car certains de ces livres valaient des centaines de milliers d'euros. Et il partait avec, comme ça tranquillement, avec sa petite voiture, et il allait les vendre. Voilà, bon. Voilà, c'était surtout ça son emploi principal. Il vous a transmis une passion pour les livres? Est-ce que vous pouvez dire que... Alors, sincèrement, j'admire les livres anciens, et j'adore les livres anciens, les beaux livres. Je suis très sensible aux beaux livres. Mais pour autant, je n'ai pas été collectionneur de ces beaux livres. Voilà. Mon père avait une très très belle collection personnelle. C'est ma sœur qui en a hérité en grande partie, et aujourd'hui mes nièces, qui l'ont chez elles. Mais personnellement, j'ai été attiré par d'autres objets, et notamment par toute une collection d'abord d'objets de marine, parce que j'étais passionné par la marine, et maintenant d'objets d'art populaire, ce qui n'a strictement rien à voir. Voilà. Parlez-nous un petit peu de l'éducation qu'il vous a donnée, que vos parents vous ont donnée. C'était quel genre d'éducation? Alors, mon père avait vécu toute son enfance dans un milieu donc très, très aisé, et avait vécu très longtemps même dans un très beau château qui se trouve en Normandie, qui s'appelle le château de Pontécoulant, qui a été, à la mort de sa dernière propriétaire, qui était la baronne de Barrère, a été donné à l'État, au département exactement. Et mon père a été le dernier à venir tous les ans dans ce château pour voir si les volontés de la donatrice étaient bien respectées. Donc il avait sa chambre dans le château, et nous l'accompagnions parfois dans ses visites à Pontécoulant. Et nous y avons même été réfugiés pendant la guerre, car en 1939, quand la guerre a éclaté, mon père avait très peur des bombardements et avait dit la prochaine guerre sera une guerre de bombardement. Il n'avait pas tort, ça a été le cas de la guerre de 40-45. Et donc il avait très très peur qu'on bombarde Paris. Et vous savez que c'est un miracle si Paris n'a pas été bombardé et anéanti. Donc il voulait que nous nous en allions, et il avait choisi donc de nous réfugier à Pontécoulant. Donc papa, lui, avait eu cette vie, quand il était jeune, cette vie très aisée, cette vie très difficile après, et il nous avait dirigés vers des organisations de jeunesse qui lui plaisaient, c'est-à-dire que moi, il m'avait demandé de faire du scoutisme.
il avait raison parce que ça m'a passionné, mais ça m'a tellement passionné que j'en ai un peu oublié mes études. C'est-à-dire que le scoutisme a mangé un peu mes études. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le scoutisme? Ben, toutes les initiatives que l'on donne à des jeunes à ce moment-là. Si vous voulez j'ai été assez rapidement seconde patrouille, chef de patrouille, premier chef de patrouille, puis assistant chef de troupe et chef de troupe. J'ai franchi tous ces échelons. Donc je me suis beaucoup occupé de ce mouvement de jeunesse. C'était en plus de ça pendant la guerre. Et c'était donc dans un moment où il était interdit. Donc on faisait tout ça en cachette. Parce qu'officiellement on était un patronage, on n'avait pas le droit d'être scout de France, on n'avait pas le droit à l'uniforme, rien. Donc c'était en même temps un peu amusant, parce qu'on avait l'impression de faire un peu de résistance. Et cette vie en contact direct avec la nature, cette vie où il faut apprendre à se débrouiller, à s'orienter, à connaître les choses de la nature de manière à pouvoir vivre sans la contaminer. Ce qu'on apprend, l'écologie était déjà complètement au programme du scoutisme de mon temps, c'est-à-dire dans les années 40, quoi. C'est quand même très en avance sur son temps. Alors il y avait, c'est vrai, une discipline qui était un petit peu militaire chez les scouts, mais bon, on voit que pour bien diriger les enfants et finalement faire qu'ils s'entendent bien entre eux et que tout se passe bien entre eux, la discipline est quand même totalement indispensable. Et sans discipline, c'est impossible de s'en sortir. Les parents qui ont essayé d'élever des enfants sans aucune discipline sont dans des cauchemars absolument atroces de leur fait même, parce qu'ils n'ont justement pas su se faire respecter par leurs propres enfants. C'est tout le problème. Ce n'était pas le cas de mes parents, donc j'ai donc été élevé dans une certaine discipline, sans pour autant recevoir des coups dans ma vie. Ça n'était pas le cas du tout. J'ai reçu en tout et pour tout de mon père une gifle dans ma vie, et il me l'a donnée à, attendez que je dise pas de bêtises, à 15 ans, vous voyez, bon. Donc c'était aussi rare, j'aurais dû l'avoir plus tôt. Mais il avait une telle peur que il a compensé par cette gifle. Le fait mérite d'être rapporté. C'était donc pendant la guerre, j'étais scout, mais caché, et nous avions dans les épreuves de scoutisme des épreuves d'orientation. Et comme j'étais chef de patrouille, je faisais passer à l'un de mes patrouillards une épreuve d'orientation. Et je n'avais rien trouvé de mieux que de monter sur le toit de mon immeuble, qui était situé 50 boulevard Saint-Jacques, en face de la gare d'Enfer-Rochereau, qui allait devenir quelques temps plus tard le PC du colonel Roll, pendant la résistance de Paris. Donc j'étais monté sur mon toit, qui n'était pas fait pour ça. J'avais dessiné une rose des vents sur une cheminée, et en s'orientant, je demandais alors dans quelle direction faut-il se trouve le Val-de-Grâce, puisqu'on voyait tous ces grands monuments, bien sûr, la tour Eiffel, etc. On était occupés à faire ça très gentiment sur le toit, on ne dérangeait absolument personne. Et puis il faisait beau, c'était au mois de mai, c'était un mois avant le débarquement, et il y avait des gens qui circulaient sur le boulevard Saint-Jacques, et il y avait un grand terre-plein devant nous. Et brusquement, quelqu'un m'a vu. J'avais une chevelure abondante à cette époque-là, grands cheveux blonds, bouclés. Mon copain aussi. Et j'ai vu les doigts se lever comme ça. 2-3 personnes nous montraient du doigt. Et comme nous étions en occupation, on parlait beaucoup de la résistance, qu'on appelait les terroristes, parce que du côté des Allemands, on appelait les résistants des terroristes, etc. J'ai tout de suite senti que c'était pas bon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cet instinct. Et j'ai dit à mon jeune patrouilleur, j'ai dit, vite, on redescend, tu rentres chez toi, on va disparaître parce que je crois qu'il va se passer quelque chose. Donc on est redescendu très vite, et je veux dire, accompagné jusqu'en bas, il est parti de son côté, je suis parti du mien, je suis rentré dans mon appartement, là mon père me voit rentrer, ma mère était déjà très malade, il me voit précipiter dans la salle de bain, il me voit me tremper les cheveux dans une cuvette d'eau et me les aplatir complètement, de manière à ce que je fasse des cheveux plaqués. Je me change totalement, il me voit faire tout ça, il ne dit rien, il ne comprenait pas ce que je faisais, et puis 10 minutes après, bang, 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 on frappe à la porte, c'était les nazis qui étaient là, et qui, on avait dénoncé des terroristes qui étaient sur le toit de la maison, c'était nous les terroristes. Donc ils arrivaient pour chercher ces terroristes. Donc ils faisaient descendre tous les gens de l'immeuble, là en bas, pour passer devant ces témoins, pour être reconnus comme étant les terroristes. Donc on est descendu avec mon père, ma mère était dans son lit, bon, ils ont compris qu'elle ne pouvait pas être sur le toit de l'immeuble. Donc inquiétude atroce pour ma mère, évidemment, très malade déjà, mon père qui se disait qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise, qu'est-ce qu'il a bien pu faire, bon. Vous avez eu peur en ce moment-là, vraiment? Ah oui, j'avais très très peur.
vous avez très très peur. Vous essayez de ne pas montrer cette peur, bien entendu, vous essayez de prendre sur vous. Et puis je suis arrivé en bas, il y avait donc des Allemands, un officier allemand, des soldats, etc. Bon, des flics bien entendu, parce que tous ces gens se mêlaient encore beaucoup. Et on passait devant ces gens qui avaient vu les terroristes sur le toit. Voilà. Et quand c'était à mon tour, je suis passé devant eux. Voilà. Et ils ne m'ont pas reconnu, ces imbéciles. Donc ils ont fait non. Ou alors, est-ce qu'ils m'ont reconnu, qu'ils se sont aperçus que c'était un gosse et qu'ils avaient vraiment fait des conneries? Ça, c'est autre chose, je ne le saurais jamais. Hein. Moi, je pense sincèrement qu'ils ne m'ont pas reconnu parce que j'étais quand même bien camouflé. Je savais bien me changer parce que je savais que les cheveux plaqués et bien mouillés, ça me changeait totalement. Donc voilà, alors on est remonté et quand on a été à nouveau seul avec mon père, ma mère, dans l'appartement, c'était fini, la serrure était refermée, pan, j'ai pris la gifle de ma vie parce que mon père avait tellement eu peur pour moi, tellement eu peur. C'est la seule fois qu'il m'a giflé, quoi, voilà. Vous l'avez pris comment, cette gifle? Vous avez été vexé? Au départ, j'ai été vexé, sans aucun doute. Oui, après ça, je l'ai compris. Je l'ai compris, parce que je n'avais fait aucune bêtise, en fait. Bon. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il fallait mieux pas monter sur les toits. Donc pendant la guerre, vous avez vécu votre adolescence, vous étiez très jeune adolescent. Votre avenir, vous le voyiez comment à l'époque? Alors mon rêve, mais déjà c'était fini à ce moment-là. Parce que mon rêve, jusqu'au certificat d'études, c'était les ponts et chaussées, dirons-nous. Voilà, construire des routes, des ponts, des voies de chemin de fer. Voilà, la construction, ça m'est resté, parce que j'ai beaucoup construit dans ma vie de maisons, pour les habiter, ou les louer. Bon. Mais j'avais la peau d'un constructeur, l'âme d'un constructeur. Et donc, je rêvais de ça. Au moment où les gosses rêvent d'être pompiers, vous voyez ce que je veux dire, ou pilote d'avion, enfin des choses comme ça, moi je rêvais de construire des ponts. Et puis, ça se passait très bien. Mon certificat d'études, j'ai eu sans aucun problème et d'une manière très aisée. Et puis, je suis rentré dans le secondaire, et à ce moment-là, les mathématiques sont devenues de l'algèbre. Enfin, et alors, là, ça s'est fermé, c'est fini. Je n'ai plus rien compris en mathématiques. Les langues étrangères, l'allemand, puisqu'on était en occupation, je vais apprendre l'allemand. Non, l'espagnol, bon, enfin, les deux langues des deux dictateurs de l'époque de l'Europe ne me tentaient pas du tout, donc j'étais un très mauvais élève, et en mathématiques, et en langues étrangères, donc nul. Et voilà, donc c'était fini, je ne pouvais pas, et pour cause, rêver de cette profession, puisqu'il fallait être fort en mathématiques pour faire des ponts et des routes. Bon. Voilà. Pourtant, très vite, votre avenir s'est dessiné, puisque 3 ans après la guerre, la fin de la guerre, en 48... En 47, eh ben, tout simplement, c'est une année extrêmement importante, parce que c'est l'année où ma maman disparaît, après une longue maladie, elle avait une sclérose en plaques, et c'est la dernière année de sa sclérose en plaques, voilà. Et puis, donc j'ai 17 ans, et j'aurai 18 ans à la fin de l'année 47. Et je rencontre, dans la boîte à Bachot où on m'a mis, parce que mon père espère toujours que je passe à Bachot, qui s'appelait le cours Raspail, je rencontre ma première femme. Et donc je tombe amoureux, bien entendu. Et quand je loupe mon bac, donc à la fin, la première partie de mon bac, à la fin de la saison 47, donc en juin 47, je me dis, il faut que je me marie, que j'ai des enfants, etc. Donc il n'est pas question de perdre mon temps maintenant à l'école. Je vais tout de suite entrer dans une société pour trouver du travail. Et j'avais la chance immense, d'avoir un beau-frère qui s'appelait Pierre Yegel. C'était un homme de radio remarquable et un musicologue remarquable. Il travaillait à Radio Luxembourg et justement se créait une petite boîte de production pour faire des émissions pour Radio Luxembourg, des émissions publicitaires bien sûr, enfin patronnées par des publicités. Et je suis rentré donc dans cette petite boîte à sa création. Il y avait donc en face de moi son directeur, qui lui aussi avait son premier emploi, il s'appelait Jacques Antoine, bon, il allait devenir l'un des plus grands créateurs de la radio et de la télévision. Il y avait une secrétaire qui allait devenir la femme de Jacques Antoine. Bon. C'est une histoire de famille. Voilà, tout à fait. Il y avait un joyeux de riz qui travaillait dans un bureau à côté, qui n'était pas encore tout à fait avec nous, mais qui allait très vite le devenir, qui s'appelait Roger Pierre, et on avait un speaker qui venait de temps en temps, et qui à cette occasion a rencontré Roger Pierre, et qui s'appelait Jean-Marc Thibault. Voilà. Et donc avec cette petite bande, déjà on a fait quand même quelques petites émissions,
Et moi, j'ai appris tout simplement, je suis rentré comme grouillot, hein, pour chercher les sandwichs et remplir des déclarations d'auteur, enfin bon, tout ce qui est une corvée. Et j'ai appris tout doucement mon métier, voilà. Ensuite, mon beau-frère m'a fait rentrer à la radio française, où j'ai appris plutôt la technique. J'étais technicien d'abord, preneur de son. J'ai fait de l'enregistrement, enfin des quantités de choses. Et puis ensuite, j'ai fait mon service militaire, tout bêtement. Et quand je suis rentré au service militaire, eh bien, Jacques avait progressé considérablement. La société de production était devenue beaucoup plus importante et on est parti à la conquête de Radio Luxembourg, puis ensuite d'Europe 1 en 1955. Voilà. Ça a été le déclic tout de suite, cette profession, lorsque vous êtes entré dans la société, vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime, ou vous avez plus laissé faire les choses? Je ne sais plus exactement, si vous voulez, je m'y suis senti très à l'aise. Parce que c'était une profession où il fallait savoir prendre ses responsabilités. Et je pense qu'en effet, j'étais assez créatif par nature. Donc la mise en onde, notamment on appelait ça comme ça à l'époque, la mise en onde, c'est la réalisation radiophonique. Puisque pendant 7 ans, je n'ai fait que de la radio. C'était très passionnant et puis j'étais assez adroit. Donc à l'époque, il fallait pas mal d'adresses parce que les enregistrements sur disque étaient très différents des enregistrements sur bande magnétique. Les montages étaient également très très différents, beaucoup plus hasardeux. La diffusion était tout un problème. Donc j'avais appris tout cela et j'étais donc très à l'aise avec la technique parce que je la possédais bien, elle m'avait beaucoup intéressé. Et donc ça m'a aidé beaucoup dans la période de réalisation et de mise en onde, de mise en scène radiophonique, dirons-nous. Et puis, bon, un jour, nous sommes arrivés à Europe, avant Europe, il y a la télévision, c'est-à-dire que par un miracle extraordinaire, nous avons hérité d'une émission de télévision alors qu'on s'y attendait pas du tout. Télématch. Qui était Télématch, qui avait été inventé par André Gillois, et qui nous l'a donné après la première, qui s'était très mal passé. Il a compris qu'il n'était pas fait pour ce genre de programme. Et il nous a donné son émission. C'est la seule fois d'ailleurs qu'une émission de télévision a été donnée à quelqu'un d'autre. C'était le tout début de la télé, il faut dire aussi. Oui, c'était le tout début. Voilà. Et voilà. Et donc, et après ça, je suis devenu animateur parce que je suis d'abord devenu animateur pour la télévision. Je n'ai pas commencé curieusement. Je venais de faire 7 ans de radio. Et la première fois que je présente quelque chose, c'était à la télévision finalement. Vous vous rappelez de la première minute où vous êtes apparu en scène? Vous aviez le trac avant ou pas du tout? Vous réalisiez ce que un problème pour beaucoup de gens, c'est que je n'ai pas le trac. C'est quelque chose que je ne connais pas. Que vous n'avez jamais connu? Non. Donc j'ai pas eu le trac. Je ne peux pas dire que j'ai eu le trac. Vous êtes inquiet, bien entendu, avant une première, tout naturellement, mais dès l'instant où ça part, ça part. Je ne m'occupe plus de grand-chose. Je m'occupe du bon déroulement de mission, mais je veux dire que j'ai pas le trac, quoi. C'est pas mon truc. Et pourtant, j'ai eu des tas de pépins comme tous les animateurs en direct, puisque nous étions tout le temps en direct à cette époque-là. Donc on a comblé des quantités de problèmes. Mais bon, ça faisait partie de cette aventure. Puis comme nous avions la chance d'être dans les tout premiers à faire de la télévision, au moment où je fais de la télévision, on n'est même pas 300 000 téléspectateurs en France. Donc on est dans une activité totale. Et donc les bêtises étaient moins graves qu'aujourd'hui, quoi. Elles avaient moins de conséquences sur votre carrière. Vous avez quand même mesuré, malgré les 300 000 auditeurs dont vous parlez, vous avez quand même mesuré l'impact d'un passage à la télévision, dans le fait d'être reconnu, dans le fait... Pas tout de suite, non, pas tout de suite. Tout de suite, ce n'était pas le cas. Non, il y avait en fait que Paris qui nous voyait et Lille. Voilà quand j'ai démarré, c'était ça, Paris et Lille. Et c'était plus Lille que Paris. Il n'y avait plus de téléspectateurs à Lille, tout simplement, enfin dans la région lilloise, parce que tout simplement, dans le nord, dirons-nous, pour simplifier, parce que d'abord, c'est des gens qui vivent d'une manière communautaire, et à l'époque, il y avait encore les mines, et donc, dans un coron, par exemple, il y avait 3 postes de télé, et tous les mineurs étaient autour de ces 3 postes. C'est-à-dire, un poste, c'était 40 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, et il y avait beaucoup de clubs de téléspectateurs. Et donc, ils nous aidaient beaucoup, parce qu'ils nous écrivaient tout le temps, et ils nous disaient ce qu'ils pensaient de ce que nous faisions. Et donc, on avait déjà un contact donc très étroit avec le téléspectateur, et avec des téléspectateurs indulgents, de bonne volonté, vous voyez, pas des massacreurs. Il y avait un ton qui n'avait rien à voir avec ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans le courrier des téléspectateurs. C'était assez encourageant, donc on avait envie de travailler avec eux.
Alors, ce que je trouve fascinant chez vous, c'est que vous n'avez jamais été dans le star system des présentateurs. Vous êtes resté apparemment comme c'était au départ, c'est-à-dire, comme vous venez de le dire, face à des gens qui étaient de bonne volonté. C'était plus une complicité que quelqu'un de connu, supérieur, face à... Non, jamais. Non, ça, j'ai jamais connu ça. Non, ça je ne sais pas, c'est pas ma nature. Même à l'époque, vous étiez dans les années 70-80, vous étiez vraiment à la une, où vous aviez des émissions très importantes à 20h30. Vous n'avez jamais ressenti ça Non. Le vedettariat, vous voulez dire, le vedettariat, bien sûr. Non, ça non. Vous l'attribuez à quoi? À votre éducation? Je pense, oui, certainement à mon père et à moi, son éducation, et à ma mère. Ma mère, j'en parle peu parce qu'elle était très malade très vite. Donc, à 5 ans, quand j'avais 5 ans, j'ai perdu ma sœur. J'avais 2 sœurs. La sœur qui était entre moi et mon aîné, donc il a disparu d'une tuberculose qu'on appelait une phtisie galopante à l'époque, en 3 mois. Et donc, ça a été un choc gigantesque pour ma mère. Et comme souvent, après des chocs psychologiques très importants et nerveux, la sclérose apparaît, quand on n'est pas destiné à avoir ça. Donc la sclérose est apparue 2-3 ans après la mort de ma sœur. Et donc, à partir de 7-8 ans, je n'ai connu ma mère que malade. Et jusqu'à 17 ans, où là, elle était totalement gravataire. Et donc j'étais surtout donc élevé par mon père. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ma mère, c'était une grande malade. Donc c'est l'éducation de mon père, certainement. D'autre part, c'était également... nous étions une troupe. Il y a eu à cette époque-là, après la guerre, il y a eu de nombreux... Il y en avait eu avant, bien entendu, mais après la guerre, les troupes théâtrales ont revu le jour. Donc, par exemple, je prends la troupe de Fabry, il y avait une troupe théâtrale de Jacques Fabry, autour de lui, toute une équipe de comédiens. Il y avait comme ça des troupes théâtrales dans Paris. Et au départ, moi j'ai eu cette idée pour la télé. C'est-à-dire que j'ai formé une troupe avec une équipe qui a commencé par être 5, puis 10, puis 20. On a terminé, on était une trentaine, si vous voulez, on n'a jamais été plus que ça. Un peu dans l'esprit du scoutisme d'ailleurs, apparemment. Tout à fait, oui, bien sûr, tout ça c'est dans le même état d'esprit. Donc on est resté, j'ai encore avec moi aujourd'hui, la dame qui travaille encore avec moi aujourd'hui, Nelly Hucleux, est une dame qui a, avec moi, donc elle est à la retraite, elle ne vient que quelques jours par semaine pour faire un complément à sa retraite, en quelque sorte, et ça fait 35 ans qu'elle me suit, ou 38 ans maintenant, vous voyez. Et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi ont toutes des durées de collaboration aussi grandes. Les auteurs qui travaillent avec moi sur les bouquins de la série Bellemare, que ce soit Jean-François Namias, Jérôme Ecker, Grégory Franck, toutes ces personnes ont plus de 30 ans ou presque 40 ans de collaboration avec moi. Vous l'attribuez à quoi ça? Vous êtes tombé sur les bons collaborateurs ou bien c'est votre personnalité qui fait que vous fédérez? Non, je pense que, si vous voulez, on s'est bien entendu par osmose en quelque sorte. Ces équipes-là, comme les équipes théâtrales, pourquoi je compare? L'autorité est librement consentie. Vous voyez? On ne dit pas c'est lui le chef, et non, on ne dit pas ça comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une sorte de hiérarchie librement consentie entre les uns et les autres. Et ça a toujours marché, parce que c'était cet esprit-là, et pas un autre. Je n'aurais pas aimé dans une administration où le directeur était celui-là, machin, enfin bon... C'est pour ça que vous n'êtes pas resté longtemps à la tête d'Europe 1? Oh, ça a été une erreur totale, une bévue. Une bévue. J'étais très, très heureux qu'on me demande de prendre cette responsabilité, mais ce n'était pas du tout fait pour moi. C'est le seul péché d'orgueil que j'ai eu dans ce métier, c'est celui-là. Mais très vite, 3 mois après, j'allais voir Jean-Luc Lagardère, qui était le grand patron à ce moment-là, et je lui ai dit, Jean-Luc, je me suis trompé, je repars dans l'autre sens. Il m'a dit, non, écoutez Pierre, on va être ridicule, restez au moins 1 an, s'il vous plaît, parce que sans ça, ça va être... Bon, c'est lui qui m'a demandé de rester, moi, j'avais aucune envie. Qu'est-ce qui vous a déplu dans ce poste-là? Justement, à partir d'un seul coup, c'est l'autorité imposée, et non plus par osmose, vous ne connaîtrez jamais tout le monde. Déjà, Europe, ça fait 400 personnes, entre les services, les machins, bon. Donc vous ne connaîtrez jamais tout le monde. Et donc, ce manque de contact, enfin, j'avais plus le contact, quoi. Je ne sais pas, je ne suis pas un chef d'entreprise, je suis un chef de troupe, soit la troupe théâtrale ou d'une troupe de radio et de télévision, mais pas au-delà, c'est-à-dire la petite entreprise. Je suis un artisan, disons-le carrément. C'est ça, mon métier, c'est être un artisan.
je me reconnais et je sais vivre avec mon plombier, avec mon électricien, avec mon charpentier, avec mon menuisier, avec mon ébéniste, tout ça. Bon, ça, mon carreleur, là, ils me comprennent, on se comprend, on parle les mêmes langues. Bon, voilà. Parce qu'on a des petites équipes autour de nous et c'est tout. Voilà. Et moi, c'est la même chose. Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui sont à la télé aujourd'hui parlent la même langue que vous ou que vous ne vous comprenez plus? Je ne parle pas d'abord beaucoup avec les gens qui sont aujourd'hui à la télévision, mais j'ai quand même d'excellents contacts avec la télévision, hein, c'est pas ça le problème. Alors, j'ai bien sûr des contacts plus faciles avec les uns qu'avec les autres. Bon, enfin, ça c'est humain, c'est parce que, bon, on a des affinités avec certains et pas avec d'autres, bon, mais sans avoir pour autant d'acrimonie. Je ne déteste personne. Il y a des gens qui me plaisent plus, c'est tout, voilà. Bon, j'ai eu grand plaisir à travailler avec Christophe, pour prendre cet exemple, Christophe de Chavannes, parce que bon, quand on a fait Coucou c'est nous, ça a été pour moi plus une distraction qu'autre chose, mais je me suis beaucoup amusé avec lui, il m'a appris surtout, parce que je ne savais pas bien le faire, ça. Je ne savais pas m'amuser, lui il s'amuse tout le temps à la télévision. La roue de la fortune, ça, qui est un truc profondément ennuyeux à faire pour un animateur, j'entends, si vous le faites sérieusement, si vous le faites en animateur de jeu, hein, bon, c'est mortel, mais c'est tout le temps la même chose. Lui, il a compris tout de suite qu'il ne fallait surtout pas faire ça, il en a fait autre chose. Bon, donc il choisit des candidats qu'il a bien sélectionnés pour des côtés un peu déjantés, lui-même est complètement déjanté, et c'est donc De Funès en train de présenter une émission de télé. Donc ça devient autre chose, ça devient un show à chaque fois. Et ça, il sait très bien le faire. C'était déjà le cas avec Coucou c'est nous, et donc j'ai été embarqué dans ce show. Là, on s'est vraiment beaucoup amusé. La complicité est passée tout de suite, parce que c'est vrai que c'est pas la même génération. Vous avez un aspect plus austère que Christophe de Chavannes, et malgré tout, c'est passé tout de suite. C'est passé tout de suite. C'est passé tout de suite. Bon. Et puis. Mais vous ne l'avez jamais vouvoyé. Lui ne vous a jamais tutoyé, par Non, moi non plus. Vous non plus. Non, bien sûr. Mais je tutoie presque personne. C'est ce que c'est pas mon style. Je ne suis pas un tutoyeur. J'en ai quelques-uns. Bon, Philippe et moi, on se tutoie, par exemple, Philippe Bouvard, oui. Ça, oui. La plupart des copains des grosses têtes, on se tutoie. Mais c'est vrai que c'est la même génération. Hein. Bon, on est tous des vieux, donc forcément, c'est des vieux qui se tutoient entre eux dans leur maison de retraite. Voilà. Enfin, si toutes les maisons de retraite faisaient les coups qu'on fait avec les grosses têtes, je crois que tout le monde serait content. Déjà d'une part, puis... Puis ce qui est incroyable avec vous, c'est votre énergie. Vous faites comment pour avoir autant d'énergie? Vous avez été très prolifique, vous êtes toujours très prolifique. C'est ma nature. C'est ma nature. La nature peut être très terrible, et en même temps, vous connaissez l'histoire du scorpion et de la tortue. Bon, voilà, c'est ça. À des moments, vous n'en avez pas assez, vous n'avez pas envie d'arrêter, de vous dire maintenant je vais aller dans ma maison. Oui, je vais dans ma maison le jour de Noël. Vous voyez, nous sommes un peu avant Noël. Là, je vais aller dans ma maison le jour de Noël. Je vais faire la route le 25 décembre, ce qui est la première fois de ma vie que je vais rouler sur la route le 25 décembre. On a choisi ça avec ma femme parce qu'on s'est dit qu'il y aura quand même très peu de monde sur notre route, et donc c'est bien de gagner le plus vite possible notre bercail. Voilà. Parce que ça nous manque, ma femme est avec moi à Paris là, très rare qu'elle vienne, parce que maintenant elle vraiment supporte plus Paris, je la comprends, ô combien. Moi j'y viens pour travailler, donc c'est autre chose, plus facile, plus supportable. Mais quand on ne travaille pas, c'est vrai que c'est épouvantable. Donc elle a toutes ses copines maintenant, tous ses copains là-bas. Donc voilà, on est Périgourdin. Alors revenons un petit peu à votre carrière et au début, on parlait de l'émission Télématch. Parallèlement à ça, sur Europe 1, il y a eu Vous êtes formidable. En même temps, oui. Les deux choses démarrent quasiment simultanément. C'est la télé qui démarre la première en novembre 54, et on a failli démarrer presque en même temps Europe, et puis il y a eu un problème d'émetteur. La longueur d'onde avait été mal choisie et brouillé l'aéroport de Reykjavik. Et les avions avaient du mal à se poser parce qu'ils avaient des interruptions à cause des émissions d'Europe. Bon. Donc Europe a été obligée de s'arrêter et de repartir si je ne me trompe, en mars ou avril 1955. Donc je démarre, en effet, le deuxième jour d'Europe. C'était Vous êtes formidable, c'était un mardi. Et quel a été le thème de la première émission de Vous êtes formidable? C'est D'où nous entendez-vous, en quelque sorte. Voilà. Et je me souviens que la personne qui nous a appelés du plus loin, c'est un monsieur qui habitait Dakar, voilà. Je vous entends, oh formidable, où êtes-vous, Dakar, oh les premiers temps de la radio, quoi. Le poste à galène. Bon. Ça, vous en avez la nostalgie de ça ou pas du tout? Ça crée un climat particulier? Non, j'ai pas la nostalgie de ça. Je dis simplement que je crois qu'aujourd'hui,
on pourrait refaire dans un autre, avec d'autres méthodes, sans aucun doute, mais on pourrait avoir une émission comme Vous êtes formidable, certainement, qui fonctionnerait encore aujourd'hui très correctement. Vous n'avez pas pensé à la reprendre? Non, parce que je pense qu'il faudrait une équipe jeune pour faire ça. Mais je crois que ce serait une chose possible, oui. Donc après, les émissions n'ont cessé de s'enchaîner sur la fin des années 50, les années 60. Parmi toutes ces il y en aura de trop. Non, mais c'est vrai. Oui. J'ai été boulimique dans ce domaine, et donc, mais sans m'en rendre compte vraiment. Bon. Effectivement, quand on consulte les archives de l'INA, il y a tout un tas d'émissions, il y a le bon numéro, enfin il y en a vraiment tout un tas, la tête et les jambes évidemment. Mais est-ce que vous... la tête et les jambes, c'est très court, hein. Ça dure un an, la tête et les jambes. Vous avez tous pour un. Tous pour un, oui. Vous avez Cavalier seul, vous avez pas une seconde à perdre, vous avez etc. Il y en a une que vous regrettez d'avoir fait? Une émission que je regrette d'avoir fait, non. Ouais. Que je regrette d'avoir fait, non. Aucune. Toutes vous ont donné satisfaction? Ah non, toutes ne m'ont pas donné le même plaisir. Celle qui m'a sans doute procuré le plus de plaisir à la télévision, j'entends, enfin il y en a deux. C'est Deux mémoires d'hommes d'une part, et d'autre part, Pièces à conviction. Qui sont, dans des genres très différents, des émissions plutôt historiques quand même. Et dans les années 70, là. Je suis passionné par l'histoire. Oui, mais si vous voulez, j'ai été content de faire autre chose que des jeux, des jeux de questions. Bon. Et ce qui était le cas de Mémoire d'homme, ça n'avait rien à voir, c'était une émission vraiment purement historique. Et l'émission Pièces à conviction, c'était aussi, dans son genre, c'était une énigme historique à résoudre en quelque sorte. Voilà. Avec les téléspectateurs. Vous avez, durant ces émissions, rencontré énormément d'artistes, puisque j'ai vu effectivement dans les archives de l'INA que dans ces émissions, vous receviez parfois des artistes qui chantaient. Ah oui, par exemple dans Très sans frapper. Très sans frapper, qui était encore une autre émission, qui s'approchait de la variété d'ailleurs. J'ai fait beaucoup d'émissions également avec des gens, par exemple. J'ai fait beaucoup d'émissions avec Chabrol à une époque, on était très potes, et donc il venait avec plaisir dans mes émissions comme invité. J'ai passé de très bons moments avec Claude. Mais pas avec plein d'autres, hein, bon. Justement, parmi toutes ces personnalités que vous avez rencontrées, avec laquelle à l'époque vous aviez le plus d'affinité, quelle est celle qui vous a le plus marqué avec le recul des années? Je crois que la personnalité, quand même, malgré tout, c'est quelqu'un qui faisait mon métier et qui le faisait beaucoup mieux que moi, qui faisait ce métier, c'était Jean Nohain, qui m'a le plus frappé de tous les animateurs que j'ai connus. Et là, c'est personnalités. Parce que c'était un homme tellement complet, si vous voulez, tellement complet, qui avait tellement de talents divers. Vous voyez, bon, simplement, si j'avais eu la chance de pouvoir chanter correctement et d'avoir mon répertoire les chansons de Jean Nohain et Mireille, bon, ça, vous voyez, déjà. Vous avez quand même tenté de chanter, puisque vous avez fait un 45 tours en 82. Ah, je ne chantais pas, je parlais. Voilà, et alors, vous savez qu'il est tout à fait étonnant, c'est quand même, ça m'a sidéré, ça. Alors là, l'autre jour, je suis client de iTunes, parce que j'achète, moi, des disques, si je les achète sur le net, je les achète. Bon, je ne vais pas les voler. Non, ça ne me viendrait pas à l'esprit, surtout que je vis du droit d'auteur également, donc je serais stupide d'être dans les pirates. Bon. Donc, d'ailleurs, je ne sais plus la démarche que je fais. Je fais une démarche en recherche, mais vous dire l'ordre exactement de la démarche, je ne m'en souviens plus. Mais je cherchais du parler. Hein. Bon, je cherchais du parler. Bon. Et voilà-t-il pas que ce 45 tours qu'on a vendu en tout et pour tout à ma famille, à peu près à l'époque où il est sorti, et qui s'appelait Le Père, donc, eh bien, il est sur iTunes. Il y a tout sur iTunes, y compris le 45 tours de Bellemare avec Le Père, qui était un très joli poème d'ailleurs, cela dit. Un peu pessimiste, il faut bien le dire, mais très joli poème. Vous l'aviez enregistré dans quelles circonstances? Vous l'avez proposé, c'est vous qui avez cherché à faire... Eh bien, j'étais associé à l'époque avec un remarquable éditeur belge, qui s'appelait Roland Cluguière, et son frère aussi, étaient deux éditeurs belges, de chansons, etc. Et on s'était connus comme ça, par le hasard, à Europe 1. Et donc nous avons été associés, et c'est lui qui un jour m'a dit pourquoi, ça avait été la mode, vous savez, il y avait eu Gabin qui avait fait un disque parlé, il y avait eu Delon, je crois, qui avait fait un autre disque parlé,
C'est tout de suite, on s'est dit, bien, pourquoi? Puisque je racontais mes histoires sur Europe déjà, donc j'étais déjà quelqu'un de connu comme conteur, et donc c'est pourquoi on ne le ferait pas. Alors, on a cherché qui pourrait faire la chanson, bien entendu, et donc on a trouvé, excusez-moi, son nom m'échappe complètement, et donc il est venu avec ce poème, donc sur le père, et comme, et pourquoi est-ce que j'ai eu envie de le faire? Parce qu'il y a une double raison si j'ai fait le père. C'est parce que lorsqu'on m'a présenté le texte, il correspondait à mes remords, en quelque sorte, quelque part. Parce que lorsque j'aurais pu totalement apprécier mon père, et devenir non pas un copain, parce que ce n'était pas le style, mais un fils, vraiment, bon. À l'époque, j'étais à 200 à l'heure dans la radio et la télévision. Et donc, personne ne me voyait, c'est très simple, parce que ce métier vous bouffe complètement. Et donc, à cette époque-là, ma femme avait de la chance, et mes enfants, quand ils me voyaient le dimanche. Le reste du temps, je n'étais pas là. Et même le dimanche, parfois, j'étais pris. Donc, personne ne me voyait. C'était à fond la caisse, radio et télévision. Et à l'époque, également, il faut le dire, on partait beaucoup en tournée, et on faisait beaucoup les émissions de radio en tournée. Radio Luxembourg faisait le Radio Circus, avec évidemment ses animateurs, mais parallèlement à ça, nous faisions des émissions en tournée de la même manière avec Jean-Jacques Vital et son équipe de production. Donc on était tout le temps partis par Mons et par Vaux, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, n'importe quand, on était toujours partis en tournée, que ce soit pour la radio et pour la télévision. Les toutes premières émissions de télématch, on les a fait avec des cars déjà. La deuxième émission, je crois qu'on est à Roubaix. Tout de suite, on partait, on continuait ce système. Et vous avez loupé votre père de ce fait-là? Et de ce fait-là, eh bien, j'ai très peu vu mon père, et quand, à 35 ans, j'ai perdu mon papa, donc je suis devenu quand même orphelin assez jeune, j'ai eu énormément de remords, car je n'avais pas vraiment été le fils que j'aurais dû être vis-à-vis de mon père. Et je ne lui ai pas donné la satisfaction que j'aurais pu lui donner en étant ce fils qui lui a certainement manqué. Et alors, comme il était très fier de ce que je faisais, ça a été le moment le plus émouvant de cette période. Quand avec ma sœur, on a été dans son appartement, petit appartement qu'il avait à Montmartre, là où il avait connu sa femme, et on y est allé pour tout simplement, recueillir l'héritage de mon père, qui consistait en quelques livres, 3 meubles. Bon. Et en ouvrant un placard, je tombe sur des classeurs, parfaitement rangés. Mon père était un homme d'ordre. Il y avait écrit sur chaque classeur, gravé avec un système, je ne sais pas lequel d'ailleurs, Pierre Bellemare. J'ouvre ces classeurs, c'était mon pressbook entier depuis ma première apparition à la télé. Et mon père, pour faire ce pressbook, allait toutes les semaines, le lendemain matin de l'émission de La Tête et les Jambes ou d'une autre, peu importe, aller le lendemain matin des émissions, dans des kiosques ou des marchands de journaux qui se trouvent près des gares, de manière à avoir les éditions de province. Vous voyez, la gare de Lyon pour avoir le Progrès, vous voyez, le Dauphiné libéré, Nice Matin, etc. Oui, bon, et pour avoir les articles des quotidiens. Voilà. Il achetait tous les journaux qu'il pouvait acheter, découper les articles, etc. Et j'ai donc la totalité de mon pressbook des 10 premières années, grosso modo, grâce à mon père, qui ne me l'a jamais dit. Et d'autre part, de temps en temps, il prenait sa plus belle plume, puisqu'il s'appelait Pierre Bellemare comme moi, il m'avait donné son prénom, et il écrivait à des critiques pour flatter pour prendre ma défense. Extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, vous n'en aviez jamais eu la moindre idée avant? Jamais. J'ai découvert ça au lendemain de sa mort. Donc j'ai eu beaucoup de remords de ne pas avoir été le fils qu'il aurait certainement rêvé. Et quand l'Ange Lannes est venu me proposer la chanson,
Eh ben, j'ai dit, oui, vraiment, j'ai envie de chanter ça, voilà. Enfin, j'ai envie de dire ça. Vous avez été déçu du peu d'impact du disque ou pas? Ah, ça a été Alors, oui, oui. Vous savez, la vie est faite d'échecs et de réussites, donc ça fait partie des échecs. Tout le problème dans la vie, c'est qu'il faut avoir beaucoup moins d'échecs et beaucoup plus de réussites. C'est ça le problème. Hein. Ce qui est votre cas. C'est la proportion qui doit être respectée. Mais sinon, il y en aura forcément. S'il n'y en avait jamais, ça serait stupide. Et ça serait même impossible. Enfin bon, dans la vie, il y a forcément des échecs. Ça a été peut-être l'échec le plus cuisant. Et le plus pénible, en effet, parce que je croyais y avoir donné tout mon cœur et je pensais que ce serait quelque chose qui déclencherait l'intérêt. Mais j'étais sorti de mon rôle, en quelque sorte. Je n'étais plus dans le personnage qu'on attendait de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait que je reste dans le personnage Bellemare. Alors, je suis autorisé à raconter des histoires, vous voyez, mais pas ce genre de truc qui est à la limite de la chanson, on ne m'attendait pas là, quoi. Et quand on ne vous attend pas, on ne vous attend pas. Et puis, il n'y a personne. Alors, on évoquait la chanson, même si c'est un poème, mais il y a aussi le cinéma. Vous avez quand même participé à pas mal de films avec des metteurs en scène. Oui. J'ai même monté les marches du Festival de Cannes, oui. Pour 3 vies et une seule mort. Oui, 3 vies et une seule mort. Tourner avec Raoul Ruiz, c'est quand même une expérience extraordinaire. Et avec Mastroianni. Et avec Mastroianni, oui. Encore plus extraordinaire, oui. Raoul Ruiz en tant que réalisateur, Mastroianni en tant que vedette, oui. Puis avec une équipe de comédiens formidables. On s'était beaucoup amusés et passionnés, d'ailleurs. Bon. Ça vous a appris quoi, ça, ces expériences-là? Elles vous ont enrichi de quelle façon? Oh, c'était. J'aurais aimé, si vous voulez, si on veut chercher un vrai regret, un vrai de vrai, j'aurais sans doute, si j'en avais eu le choix, si le hasard avait voulu, parce que ça aurait pu être possible, mais ça ne s'est pas produit. L'occasion, qui fait de larron souvent, comme on dit, ne s'est pas produite. C'est-à-dire que j'aurais certainement adoré être acteur, quoi, voilà. J'aurais certainement adoré ça. Et vous n'avez jamais vraiment essayé de vous y lancer à fond? Non, parce que c'est arrivé très tard, et donc vous ne commencez pas. Même si certains acteurs ont commencé des carrières très tard, ils étaient quand même acteurs très jeunes. Prenons l'exemple de Rému. Rému ne réussit que sur le tard. Il réussit en homme mûr, hein. La trilogie de Pagnol, tout ça, il était déjà un homme mûr, c'est pas un jeune homme. Bon, on le voit, vous n'avez jamais vu au cinéma Rému, jeune homme. Bon, mais il était comédien, il était quand même dans ce métier. Vous voyez ce que je veux dire? Il était déjà comédien. Donc c'est vrai parce qu'il a réussi une fois qu'il était mûr, qu'il n'avait pas fait ce métier avant. Donc quand vous venez de nulle part et que vous voulez réussir à 60 ans, c'est impossible. C'est impossible. Alors abordons un petit peu maintenant les années 80 et les émissions que vous avez fait pendant les années 80. Je pense notamment à 2 qui étaient des émissions phares, à savoir Au nom de l'amour et Vous pouvez compter sur nous. Est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'on voit ces émissions aujourd'hui comme le prélude de la télé-réalité ou pas? Oui, très certainement. Au nom de l'amour est certainement une émission qui était proche de cela. Sauf que c'était pas fait du tout dans le même état d'esprit. Et ni avec les mêmes règles, quoi. C'est ça le. Je pense que, à la différence des émissions de télé-réalité, qui s'arrangent maintenant, attendez, parce qu'il y a. Enfin, il y en a toujours, cela dit, il y en a toujours. Il y a toujours des émissions de télé-réalité qui, pour moi, ont un très grand mépris de l'individu. Bon, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas avoir une grande idée de l'homme pour se permettre de faire avec certaines personnes les émissions que l'on voit. Hein, L'île de la Tentation, tous ces trucs-là, moi bon, Love Story évidemment, enfin la première sur M6, tous ces trucs, c'était vraiment au ras du sol, et quand même avec la ferme, avec un très très grand mépris des gens qui faisaient l'acteur ou qui tentait de faire le candidat, dirons-nous, dans ces émissions. Donc, c'était pas exactement notre point de vue. Nous avons fait des émissions exactement dans le sens inverse, c'est-à-dire que nous avions un très grand respect des personnes, et quand nous étions obligés de dévoiler un peu leur vie privée, c'était avec énormément de précautions et énormément d'autorisations qu'on avait demandé avant, et ça ne vous gênera pas si ceci, si cela. C'était donc, ça n'avait aucun rapport. Mais cela dit, c'est vrai que l'on rentrait parfois dans la vie intime, tout au moins intime, mais montrable, et non pas gênante,
d'hommes ou de femmes qui s'étaient adressés à nous. Je pense à l'émission la plus émouvante que nous avons faite, sans aucun doute, cette émission où nous avons permis à un père de retrouver son fils 35 ans après, qu'il l'ait perdu, dans des conditions terribles. La retrouvaille en direct, sur l'antenne, de ce garçon et de son père, c'est un moment qui me restera toute ma vie. D'abord parce que j'ai eu très peur, vu que lorsque le fils est apparu sur la scène, c'était tellement le portrait craché de son père déjà que c'était impossible que ce ne soit pas lui. que ce soit pas lui. Et d'autre part, le père, en voyant cet enfant qu'il attendait depuis... Parce que c'était un homme qui avait dit à toute sa famille, et éternellement, il avait toujours une pièce de réservée chez lui, parce qu'il savait qu'un jour son fils reviendrait, et donc il disait chaque fois à sa femme, je vous le signale, j'ai eu un enfant, voilà dans quelles conditions, comment il a disparu, je passe ma vie à le chercher, et il faut que nous gardions toujours une place pour lui dans la maison. Bon. Donc il avait toujours une pièce, chambre, pour son fils. Donc quand il a vu cet enfant, et qu'en plus je sais, il s'est vu lui, avec 35 ans de moins, mais il s'est vu lui, parce qu'au modo il avait la moitié de son âge, c'était... il a eu, je l'ai entendu comme un râle, vous voyez ce que je veux dire. Il a eu un retour d'émotion dans la gorge. Je me suis dit, il fait une crise cardiaque. Étant moi-même cardiaque, je sais ce que ça donne. Et j'ai eu la peur de ma vie. On était en direct sur l'antenne, mais c'est pas ça le problème. C'est que je disais, mais il va mourir en retrouvant son fils, qui est l'horreur la plus totale. Bon. Puis c'était pas ça du tout. C'était une sorte de sanglot, dirons-nous, qui venait de très loin de l'intérieur de son corps. Et donc après ça s'est très bien passé. Mais j'ai eu une peur, je me suis dit, oh là là, quelle horreur, nous avons une catastrophe, nous déclenchons une catastrophe alors qu'on voulait déclencher un bonheur. Donc, mais heureusement, c'est vraiment le bonheur qui est arrivé, donc c'était bien. Lorsqu'on présente une émission comme ça, le fait d'en être présentateur et de la diriger, ça empêche l'émotion ? Ça permet de Non, rester... ça n'empêche pas l'émotion, non du tout, non. Non, vous savez, j'ai déjà pleuré en racontant mes histoires, ça m'est déjà arrivé d'être pris par l'émotion, et au moment de ne pouvoir continuer, quoi, d'avoir une difficulté à continuer. Mais c'était pas grave, parce que comme l'émotion était passée chez le téléspectateur, ou enfin l'auditeur, ça fonctionnait, quoi. Je n'ai pas coupé ces moments-là, parce que c'était des temps, finalement, qui permettaient à tout le monde d'être en synchrone dans l'émotion, quoi. Mais ça m'est arrivé. Puis il faut aussi rappeler qu'en 85, vous avez animé la première émission en France qui avait pour thème le sida. Oui, c'était pour Lynn d'ailleurs, parce que Lynn Renaud voulait absolument créer une fondation à l'exemple de la grande actrice américaine Elizabeth Taylor, il fallait donc évidemment trouver des sous, et c'était pas une cause très sympathique, hein, je le dis tout de suite. C'était beaucoup plus difficile à l'époque d'en parler qu'aujourd'hui. Oh là là, c'était extrêmement difficile. Les malades ne se montraient pas. Nous avons été enregistrés le témoignage d'un monsieur qui avait donc attrapé cette maladie, et pour que ça soit un peu plus gai, je me souviens, et qu'il soit caché par des feuilles, des machins. On avait été faire ça dans les serres, absolument magnifiques d'ailleurs, du bois de Boulogne. Vous savez, c'est à côté de Roland-Garros, vous avez d'immenses serres qui sont là, et qui contiennent des arbres d'Afrique, enfin des choses absolument magnifiques. Et donc, on a fait l'interview dans ce paysage magnifique, mais qui était là pour camoufler, en fait, pour qu'on ne le voit pas. Ou très peu. Enfin, pas du tout son visage, bien sûr. Et donc, il fallait tous les gens étaient masqués, cachés. Enfin, c'était. Puis il y avait plein de choses, de bruits qui couraient sur la contamination. Les gens avaient peur d'attraper le sida, moindre contact avec la personne en question. Enfin, bon, ce qui était absurde. Bon, c'était uniquement par contact sanguin que ça, et uniquement comme ça. Mais on avait beaucoup de mal à le faire admettre. Et puis, de toute façon, c'était une maladie. Vous savez, la syphilis était déjà passée par là, et ça s'appelait les maladies honteuses. Hein, le mot existait. Donc, nous avions été formés, quand j'étais jeune militaire, la première chose qu'on a vue quand on est arrivé au service militaire, c'est la syphilis, et surtout, nous, comment ne pas la prendre, comment se protéger. Enfin, et on voyait des choses, les films militaires, j'ai entendu vous dire que c'était quelque chose qu'on voyait, hein, les gens fous, enfin, l'horreur. Donc, c'était
c'était dégradant, en quelque sorte, si vous voulez, quelque part. Et donc, c'était aussi dégradant pour ces gens. Ils avaient le même sentiment, ceux qui étaient atteints. Bon, d'autre part, il n'y avait rien à faire. Ils mouraient dans des conditions d'horreur. D'horreur. Vous avez certainement vu le film sur ce sujet, qui est un film magnifique, qui porte le nom d'une ville américaine. Philadelphia. Philadelphia. Magnifique film. Magnifique film. Un des plus beaux films qu'on ait fait sur le sujet. Notamment la fin, lorsqu'il y a cette réunion d'amis dans l'appartement, j'ai été en larmes. J'ai pas pu tenir rien que d'y penser. Excusez-moi. Puis la musique. Revenir. Est-ce qu'à l'époque vous avez eu du mal à faire cette émission par rapport aux dirigeants de la chaîne? Non, de ce côté-là, pas du tout. Ah non, non. Ils m'ont fait confiance totale. Non, il faut le dire, ça c'était très agréable, c'est que j'avais, par le sérieux que j'avais développé dans mes émissions, j'ai jamais fait de scandale à la télévision, enfin je suis pas ce genre, donc ils me faisaient totalement confiance, et donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. J'avais pas de problème de censure, de gens qui étaient vérifiés. Je n'avais pas de carte blanche, mais quasiment, puisque on savait que je savais limiter les choses, et voilà. Et donc j'ai pu faire le sujet, parce que justement, j'étais un personnage comme cela, et que j'avais aussi la confiance des médecins, des professeurs, des malades, enfin des gens, voilà. D'ailleurs, ça m'a mis. J'ai eu beaucoup de relations qui se sont créées à ce moment-là, avec des homosexuels qui avaient été, si vous voulez, satisfaits de la manière dont j'avais traité le sujet et du respect que j'avais pour eux. Bon, je suis le contraire d'un homophobe. Et j'ai eu beaucoup d'amis, dont un de mes meilleurs copains, Jean-Marc Epinou, qui ne s'en cachait pas, donc je peux le dire, il est mort de ça d'ailleurs, bon, hélas. C'est d'ailleurs très curieux, comme la manière dont parfois ces gens choisissent de mourir, parce que lui, les homosexuels ont généralement forment un couple souvent avec un autre homme, mais sexuellement ils ne sont pas très fidèles. Hein. C'est très curieux, c'est pas du tout la même fidélité. Ils ont une fidélité morale et sentimentale considérable, mais ils se permettent des tas de cabrioles en dehors de ça. Bon. Et donc j'ai connu un couple comme ça formidable. Mais mon copain était était un peu volage. Bon. Et l'ami tant aimé, lui avait un problème de foie, ce qui n'avait rien à voir avec le sida. Il avait depuis très très longtemps, il avait besoin d'une greffe qu'il n'a jamais eu de foie. Et donc il était en dialyse. Il n'allait en vacances que là où il y avait un centre de dialyse possible. Enfin c'était terrible. Bon. Et puis un jour, longtemps, ça a duré. Et puis un jour, cet homme malheureusement est mort. Et l'autre, à force de voltiger un peu dans tous les sens, s'est échappé, la saloperie. Bon. Et alors ça, c'est incroyable, j'ai jamais vu un désespoir à ce point-là. C'est pourquoi il y a un amour aussi fort quand même. C'est quand son ami, donc de cœur, est mort, eh bien, il a arrêté son traitement. Et donc, il est mort du sida. Donc, il s'est condamné à mourir dans des conditions d'épouvante. Mais le désespoir, c'est un suicide, quoi, en quelque sorte. Suicide par la maladie. Il a laissé se développer. L'horreur totale. Donc là, on est au milieu des années 80 par rapport à cette émission dont on parle. Et dans la deuxième partie des années 80, alors vous allez basculer, si j'ose dire, vers le téléachat. Alors là, ça n'a plus rien à voir. Vous êtes parti dans cette direction comment ? Alors, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai fait du téléachat. D'abord, primo, les chaînes allaient devenir privées. Hein. Bon, les chaînes, la première chaîne, 7, ouais. La chaîne la plus importante, donc finalement, allait devenir une chaîne publicitaire. Et je me suis dit, le bout du bout de la publicité, c'est de faire du commerce directement sur l'antenne. Bon, on ne peut pas aller plus loin. Bon, vendre des choses directement. Bon. Et j'avais été, le hasard de la vie avait fait que j'avais rencontré quelqu'un dans un avion qui m'avait parlé du téléachat aux États-Unis. Je lui avais demandé de faire un dossier sur le sujet. Il m'avait fait un dossier remarquable. Et j'avais donc tous les renseignements nécessaires pour créer une chaîne de téléachat. Je connaissais les tenants et les aboutissants de tout ça. Et donc, quand il a été décidé qu'on vendrait TF1 à une société privée, j'ai été trouver les deux d'ailleurs qui avaient le plus de chance, c'est-à-dire Lagardère d'un côté et Bouygues de l'autre, en leur disant voilà,
Le téléachat. Alors j'avais été voir Moujotte, qui était à l'époque du côté de la Gardère, je précise, pour lui dire, ben voilà, et Moujotte m'avait dit, oui, c'est une bonne idée. Et puis j'avais été voir de l'autre côté, et le lait avait dit, oui, c'est une bonne idée. Et donc quand c'est finalement Bouygues qui a eu l'affaire, et que Moujotte a rejoint Bouygues, donc tout le monde était d'accord, évidemment, pour faire le téléachat. Donc j'ai rencontré des gens très favorables, et qui m'ont surtout facilité considérablement la mise en place de cette organisation très particulière. Et s'il n'y avait pas eu TF1, ça n'aurait jamais vu le jour. Parce qu'ils étaient d'un dynamisme, et surtout le lait est d'un dynamisme absolument extraordinaire. Donc vous vous rendez compte, on a parlé pour la première fois en mai, puisqu'ils ont acheté TF1 en mai, et on a démarré en octobre avec les acheteurs, la cellule de prise de commande, la cellule de livraison, les hangars pour les stocks. Enfin, vous vous rendez compte ce qu'on a mis en place en même pas 4 mois. Une entreprise entière. Bon. Et 3 mois après le démarrage de l'émission, on était ce qu'on appelle en retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on avait remis dans la société ce qu'on avait dépensé pour l'organisation. Vous avez été surpris par ce succès ? Oui et non. Je savais que le succès avait été considérable aux États-Unis, donc je ne voyais pas pourquoi il ne serait pas bon en France. On nous a mis beaucoup de barons dans le bateau de Rio, hein. On nous a enfermés. On nous a d'ailleurs même trop enfermés, parce qu'au départ, la mission que nous avions créée, avant que le CSA, qui s'appelait la CNCL à l'époque, ait pris la décision de réglementer le téléachat, qui a failli être supprimé d'ailleurs. 3 mois après le démarrage, Moujotte est venu me voir à la veille de Noël en me disant, tu sais, au mois de janvier, j'ai déjà remplacé le programme parce qu'il n'existera plus. Ils vont voter là, demain, et ça va être foutu. Et c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. Bon, donc, fort heureusement. Mais après ça, il y a eu la réglementation, qui allait à l'encontre de ce qu'on avait, nous, imaginé. On avait fait un magazine de l'objet dans lequel on parlait d'objets anciens, qui n'étaient pas du tout à vendre, puis de temps en temps, on vendait un objet. Donc c'était un magazine à la fois culturel, sur les objets en général, objets anciens, peintures, tout ce qu'on voudra, livres anciens, bon. Et puis des objets courants ou moins courants que l'on pouvait vendre. Bon. Et ça, ils ont interdit que l'on mélange, en quelque sorte, le côté magazine et le côté vente. On a été obligé donc de faire une émission uniquement de vente. Mais ça, c'est le règlement. Et ce n'était pas notre idée à nous. Mon idée, moi, c'était justement un heureux mariage entre une culture de l'objet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les objets, à apprendre sur les objets. Il y a d'ailleurs maintenant de nombreuses émissions qui se font sur les brocantes, sur tout ça, etc. Et qui ont un vrai succès, d'ailleurs, qui marchent très bien et qui sont bien faites. J'ai participé à certaines. Mais voilà, donc c'était ce mélange qu'on voulait faire. Et donc on a été entraîné par le règlement à ne faire que de la vente. Donc suite au téléachat, vous fondez votre propre société ? Oh, pas suite au téléachat, non, j'avais fondé ma société bien avant. Oui, Tessie Presse. Oui, Tessie Presse, oui. Mais une société spécifique du téléachat. Ah oui, HSS, oui, Home Shopping Service. Mais c'est pour les téléachats. Parce que nous avons réussi le téléachat de TF1, et évidemment M6, dès qu'il a démarré, a voulu faire la même chose. Donc nous avons fait le téléachat de M6. Et puis quand la 5 a démarré, nous avons fait aussi le téléachat de la 5. Nous faisions tous les téléachats des chaînes privées, puisqu'il y avait 3 chaînes privées, 3 téléachats. Et on peut dire, pour petite note amusante dans l'affaire, c'est que la seule émission qui a rapporté de l'argent à la 5, qui a perdu énormément d'argent d'autre part, c'est nous. C'est nous qui avons fait, et nous avons diffusé nos émissions jusqu'au dernier jour. Le dernier jour de la 5, nous étions à l'antenne. Parce que nous ne coûtions rien et on rapportait de l'argent. Ça a contribué à prolonger la vie de la 5 un petit peu avant. Non, certainement pas, mais c'est amusant de savoir que ça a été la seule émission finalement bénéficiaire. Vous n'en aviez pas assez à la fin de faire du téléachat un petit peu partout? Vous n'êtes pas lassé? Vous n'avez pas eu un moment de lassitude? Non, je n'ai pas eu de moment de lassitude dans le téléachat, non. Parce que, si vous voulez, je n'ai pas connu le moment où on allait vendre quasiment tous les jours les mêmes choses. Ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de répétitions, je dirais, beaucoup d'objets semblables qui sont vendus. À notre époque, nous avions la chance que nous étions dans la première partie du téléachat, la création du téléachat, et donc les objets étaient extrêmement différents, extrêmement variés, et donc chaque objet avait sa propre curiosité, et comme j'ai toujours été curieux des objets, et que j'aime les objets, donc j'étais pas lassé, donc pas du tout.
On a brièvement évoqué tout à l'heure vos talents de conteur. Ça vous vient d'où, vous pensez, cette façon de savoir raconter des histoires, de trouver le ton juste pour les mettre en valeur, pour mettre en valeur les différentes péripéties? Ça vous vient d'où, ça? Alors, je pense que ça me vient d'abord de mon beau-frère, de Pierre Yegel, qui était un conteur remarquable, que j'ai beaucoup écouté, donc forcément ça me vient de lui. Ça me vient d'une œuvre qu'il a interprétée lui-même et que j'ai interprétée à mon tour beaucoup plus tard, et qui est La Passion de Péguy, c'est-à-dire un extrait du mystère de la charité de Jeanne d'Arc qui est consacré entièrement à la Passion du Christ, et qui est une œuvre qui fait en fait plus d'une heure en lecture, et dont mon beau-frère avait fait une version rétrécie, tout simplement parce qu'il l'avait enregistré à l'époque, c'était encore du 78 tours, et donc on ne pouvait pas faire une heure de lecture en 78 tours, ça aurait pris beaucoup trop de disques, et donc il en avait fait une version en 35 minutes, ce qui était déjà conséquent. Et lorsque nous avons, avec Jacques-Antoine, je m'en souviendrai toute ma vie, entendu pour la première fois Pierre dire cette passion de Charles Péguy, nous avons été d'abord bouleversés, parce que c'est bouleversant, et d'autre part, le style de Péguy, la manière d'utiliser les mots de la langue française, cette manière très particulière, cette force de la répétition, de la conjugaison des mots, ça nous a énormément frappé. Je dois dire que ça a même énormément influencé Jacques, et que son style radiophonique s'en est trouvé modifié. Il n'a pas de doute que si Péguy avait vécu de nos jours, il aurait été un formidable auteur radiophonique. Le support radiophonique l'aurait enthousiasmé. Et je me plais chaque année, gracieusement, à aller dans les paroisses de ma région d'adoption, et j'offre pendant la Semaine Sainte la lecture de cette passion, et je dois dire que je n'en suis jamais lassé. C'est un texte absolument admirable, que j'ai déjà lu des dizaines de fois, et je continuerai à le lire parce que c'est vraiment, c'est peut-être ce qu'on a écrit de plus beau sur cet instant très particulier de la passion et de la crucifixion. Alors toujours dans le fait d'être un conteur, il y a une émission que j'adorais, moi adolescent, que je ne loupais jamais, c'est arrivé un jour. Parlez-nous de cette émission. Alors ça, nous avions dit, lorsque on raconte des histoires qui sont des contes d'enfants, on dit « il était une fois », et lorsqu'on raconte des histoires vraies, on dit « c'est arrivé un jour ». Bon. Donc c'était ça, c'était le principe de raconter des histoires à la télévision dans la plus grande simplicité, puisqu'il y avait moi en gros plan, point final, et un décor qui était constitué par histoire d'un tableau moderne qui était derrière moi. Donc il y avait une œuvre contemporaine, Zaouvuki par exemple, bon, je pense que c'était ce peintre très célèbre. Bon, donc il y avait un Zaouvuki derrière moi, qu'on avait choisi en fonction de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait un rapport pour nous entre l'esprit de l'histoire, dirons-nous, et l'esprit du tableau. Mais c'était tout, et puis voilà, et puis il y avait moi devant, point. Et donc on avait convaincu le patron de TF1 à l'époque de placer cette émission juste avant le journal, c'est-à-dire on passait à 19h45, entre 19h45 et 20h. Donc c'était un emplacement évidemment fabuleux, et beaucoup de téléspectateurs étaient très fidèles à cette émission, et ont été très fidèles aussi au livre que nous avons fait paraître à la suite du programme. Et ensuite, on a enrichi le programme encore en y ajoutant, alors, on a fait une sorte de roman photo télévisuel, ça s'appelait Suspense. On racontait l'histoire, c'était toujours ma voix, bien entendu, qui racontait l'histoire, et des acteurs photographiés à différents moments de l'histoire. On reconstituait en quelque sorte l'histoire à travers des photos et des instantanés joués par des acteurs. Vous avez travaillé vos talents de conteur, vous répétiez beaucoup Pas du tout. C'est inné, véritablement inné. C'est spontané. Et je pense qu'il faut que ce soit spontané. Ça serait pas... je crois pas que ça aurait collé si j'avais beaucoup répété, quoi. J'ai lu d'instinct, tout simplement, avec mon instinct. Alors ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est autre chose. Mais ça a plutôt plu que déplu. Oui, ça a plutôt... Voilà. Mais ça aurait pu être un échec comme la chanson. Hein, c'est bon, parce qu'on ne m'attendait pas non plus tellement dans
dans des récits. C'était pas Bellemare à l'époque, c'était surtout vous êtes formidable, mais déjà, mais par contre, enfin, si, parce que vous êtes formidable était déjà, la première partie de l'émission était un récit, puisqu'on exposait le sujet, et donc, quelque part, c'était un récit. Et c'était une histoire vraie, bien sûr. Donc, il y avait quand même un style assez voisin. Mais cela dit, bon, ça a été vraiment une vraie réussite, et quand même, non pas inattendue, parce que je faisais tout, bien entendu, pour que ce soit une réussite, mais malgré tout, ça a été une satisfaction considérable. Et surtout, lorsqu'on a fait le premier bouquin, extrait de ces histoires, dont personne ne voulait, mais personne. Non, personne. Non, aucun intérêt. Et on a un éditeur auquel on a un peu forcé la main, a bien voulu consentir à l'éditer, et quand on a atteint 250 000 exemplaires, on a dit, je crois que ça, quand même, ça, vous voyez, c'était pas si mauvais que ça. Pas une si mauvaise idée. Est-ce qu'on peut dire que le prolongement de tout ça aujourd'hui, c'est le théâtre ? Oui, quelque part. Enfin, c'est-à-dire que je vais, dans quelques temps, interpréter Alphonse Allais sur scène. C'est-à-dire, je vais lire, tout simplement, les histoires à se tordre. Parmi les meilleures, nous avons choisi 15 histoires à se tordre, dans des styles extrêmement différents, dans ces ambiances, dirons-nous, différentes. Mais ce sont des histoires que j'aime beaucoup, et je pense que le public sera au rendez-vous, je l'espère. Alors là, c'est du théâtre, et en même temps, ça reste mon métier de conteur, puisque je raconte les histoires d'Alphonse Allais. Bon. Alors j'espère que ce mariage va coller, donc c'est ma fille cadette qui me met en scène, Maria Pia. Nous avons trouvé un très bon éclairagiste, donc qui nous fait la lumière, qui est très importante. Nous avons un peintre moderne qui crée des dessins qui viennent illustrer mon propos, et un comédien, Laurent Motte, qui fait le prompteur, car tout est au prompteur, c'est une lecture moderne, donc ce n'est pas une lecture par rapport à des textes que j'ai dans la main, mais par rapport à un prompteur, et ce prompteur m'envoie les textes sur des écrans qui sont dans tous les sens, c'est-à-dire j'en ai à la cour et au jardin, j'en ai dans la salle, j'en ai devant moi, j'en ai absolument partout. Ça me permet donc de me balader sur scène, de pouvoir quasiment interpréter le texte tous les soirs, mais je le capte au prompteur. Et ça, c'est nouveau pour vous ? Est-ce qu'on peut dire que c'est nouveau ou Le prompteur, non. Ça, le prompteur, c'est vieux comme le monde, ça, pour moi. J'ai été un des premiers à utiliser ce moyen de lecture. Là, vous parlez de Nom de l'amour. Bien, au Nom de l'amour, j'étais au prompteur d'un bout à l'autre de l'émission. Hein. C'est-à-dire, quand j'interviewais, bien sûr, une personne, non. Mais à partir du moment où je racontais l'histoire du reportage que nous avions fait, de l'enquête que nous avions faite pour retrouver telle ou telle personne, ou faire qu'ils puissent se rejoindre sur le plateau, ça, c'était le prompteur. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle du lien qui vous unit au public. Ce lien, il se manifeste comment ? Il se manifeste tous les jours, dans la rue, partout, n'importe où, tout le temps. Qu'est-ce qu'on vous dit de prime abord ? D'abord, primo, n'étant pas un comique, je n'ai pas le problème du comique. Vous savez que les comiques ont un problème qui n'est pas normal d'ailleurs, parce que je trouve ça insensé, mais c'est ainsi. J'ai un bon ami comique, qui est Guy Montagnier, et je me balade avec lui parfois à la campagne, et j'ai vu l'attitude des gens par rapport à lui et par rapport à moi n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, si on m'aborde et si on me dit bonjour, on me dit bonjour monsieur Bellemare, tout bêtement, c'est aussi simple que ça. J'ai toujours droit au monsieur devant mon nom. C'est bonjour monsieur Bellemare, bonjour madame, bonjour monsieur, enfin bon, voilà, bien. On peut prendre une photo là, avec le téléphone maintenant, qui est un appareil de photo en même temps. On peut prendre une photo, oui bien sûr. Bon, et voilà, maintenant c'est la photo ou la signature, mais maintenant c'est la photo qui prime honnêtement la signature. Voilà, et puis on bavarde quelques secondes, et voilà, bon, ça se passe très bien. Mais j'étais avec Guy Montagnier, donc qui lui est un comique, bon, et alors là, c'est le tutoiement. Instantané. Oh, c'est Montagnier, oh, bah, tu vas nous faire marrer, hein, Guy, hein. Oh, tu me fais rigoler, et tout de suite, et ça prend un ton un peu trop familier. Très familier tout de suite, et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que il semblerait, puisque je fais les grosses têtes avec des gens qui font le métier d'être comiques sur scène, enfin pas tous, mais ils font tous rire, dirons-nous, mais pas de manière différente. Enfin quand même, il y a des comiques dedans, et ils me disent la même chose. Ils ont exactement le même problème. C'est bizarre, cette relation très différente entre celui qui fait rire et celui qui fait pleurer, en quelque sorte, puisque moi,
c'est plutôt des histoires sérieuses, dramatiques parfois, donc c'est très très bizarre. Vous préférez être dans ce rôle-là, avec le comportement qu'ont les gens, c'est-à-dire une certaine retenue, une certaine Ah oui, bien référence? sûr, non, ça, c'est vrai que ma vie est beaucoup plus facile, parce que je ne redoute absolument pas ce contact, et il se passe toujours très bien, je n'ai aucun souci avec ça. Je me promène dans la rue librement, je n'ai jamais d'agression, si vous voulez. J'ai jamais été agressé par un quelconque kidam. Par rapport à la parodie du téléachat, vous n'avez jamais subi de colibé ou Non, non. Non, les gens comprennent très bien que c'est une parodie, s'amusent beaucoup de ce que fait Laurent Gérard. Moi, je m'amuse tout autant d'ailleurs qu'eux. J'ai toujours beaucoup aimé toutes les parodies qu'il y a eu de Martin, de Gérard, de Sébastien, des nuls, formidables. Formidables. Carrette dans mon rôle, avec ses doigts très sales, c'était irrésistible. J'ai bien entendu le DVD à la maison. C'est un des personnages que j'ai pu regretter de voir disparaître, c'est Carrette. C'était vraiment un génie, ce type. Donc en conclusion, j'aimerais qu'on parle de la pièce de théâtre que vous montez à Dax. Donc vous nous avez parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous avez des projets? J'ai cru voir sur Internet qu'il y avait un film que vous aviez tourné au mois de cet été. Ah oui, j'ai tourné dans le film de Dujardin au OSS 117. Oui, oui. Ça, mais je fais le chef des services secrets. Alors vous savez que les films OSS de Jean Dujardin sont des parodies, bien entendu. Et donc le OSS 117 est vraiment, pardonnez-moi, je vais être obligé d'employer un terme vulgaire, mais c'est le seul qui puisse définir le personnage, c'est ce qu'on appelle un con parfait. On ne peut pas être plus con que OSS 117, c'est infaisable. Bon. Donc forcément, tous les gens qui gravitent autour de OSS 117 sont aussi cons que lui. Et donc le directeur des services secrets, alors là c'est le roi des... C'est vraiment ça. Et j'avais ce rôle. Alors ça paraît facile à faire comme ça, c'est pas vrai. C'est difficile de dire des bêtises aussi énormes que celles qu'on me fait dire, avec un sérieux imperturbable. C'est une interprétation très particulière. Vous avez refait les scènes plusieurs fois ou... Ah oui, oh là là, beaucoup de fois, oui, j'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Mais c'était très amusant de travailler avec lui, bien sûr. Non, mais ce que je fais, alors, dans mon goût à moi, si vous voulez, mais également dans la fantaisie, donc c'est mon spectacle Alphonse Allais. Là, je le prépare, il va être joué pour la première fois au Théâtre Paul-Éluard, à Sarlat, donc chez moi, dans mon Périgord. Et puis, il va s'écouler avant que le tourneur n'ait fait sa tournée et n'ait montré le DVD qu'on va faire à partir du premier spectacle pour montrer le spectacle aux autres. Bon, il s'écoulera un an. Donc ma tournée avec le spectacle ne commencera qu'en 2010. Hein. Vous aviez déjà tourné pour une pièce précédente en 2003. J'avais tourné avec un Labiche qui s'appelait Le plus heureux des trois. Et vous comptez récidiver dans les années prochaines? Vous avez des projets en ce sens? Vous comptez plutôt aller dans cette direction que de faire... Si vous voulez, si je réussis mon spectacle Alphonse Allais, et s'il y a de la demande, l'avantage du spectacle Alphonse Allais, c'est qu'il peut être pris aussi bien par des théâtres qui prennent généralement du boulevard que par des maisons de la culture. Parce qu'Alphonse Allais, c'est totalement culturel. C'est de la littérature. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du boulevard. Donc c'est un peu surréaliste. Hein. C'est même totalement surréaliste. Les textes d'Alphonse Allais, c'est quand même quelque chose... C'est un humour très particulier. C'est d'ailleurs ça la seule chose qui m'inquiète. C'est va-t-on être compris du public qui va être là? J'en sais rien. C'est une aventure extrêmement risquée dans laquelle je m'engage. Hein. Parce que jusqu'à présent, personne ne l'a fait. Personne ne s'est baladé sur les routes de France avec des textes d'Alphonse Allais. Donc je vais être le premier à faire cette expérience. Ça me ravit, parce que j'adore le personnage et j'adore les textes. Ça vous stresse? Mais faut-il encore que ça fonctionne avec le public? Et ça, on le saura le 28 février prochain. Voilà. Vous êtes un peu angoissé par rapport à ça? Je ne suis pas angoissé, mais je suis inquiet. Pas pareil. Moi, c'est l'inquiétude. L'inquiétude et à la première réaction, il n'y a plus d'inquiétude. S'il y en a. S'il n'y en a pas, alors là, l'inquiétude grandit. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait beaucoup de réparties, donc je pense que ce serait difficile de vous trouver décontenancé. Je ne sais pas, je ne peux vous le dire après à la fin du spectacle. Pierre, on va vous libérer, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Et puis donc la première à Sarlat, le 28 février. Le 28 février, oui, à 21h.